Bienvenue sur ton nouveau média All the Work While Crying. Oh, my English is so fantastic. Et aujourd'hui, le sujet, c'est il n'y a pas que l'IA qui a pris ton job. J'espère que c'est un sujet qui te parle. Ou comment le système a fait disparaître des emplois, mais continue à te conseiller sérieusement pour retrouver du travail. Voilà, c'est important, il faut qu'on travaille. Et actuellement, en 2026, je pense qu'on te renvoie très très clairement que si tu n'es pas employé, tu ne sers à rien. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens très fortement. Donc, la première question que je me pose, c'est reste-t-il encore des emplois à pourvoir? Bonne question. Bien sûr que oui, il reste des emplois à pourvoir, c'est évident. Mais existe-t-il encore des emplois dans des bureaux, au calme, bien tranquille, avec des horaires cool, avec la clim, un bon salaire et où tu ne te crèves pas à la tâche? Et je crois que pas assez face au nombre de personnes qui est en train de chercher. Des emplois, par contre, là où personne n'a envie d'aller parce que c'est fatigant, épuisant, répétitif, physique, là il y en a. Du taf à l'extérieur, il y en a pléthore. Et dans mon domaine, on est sur le design et la tech. Depuis plus de 2 ans, on assiste clairement à une hécatombe. J'ai bossé vraiment pour des très grands groupes, des très grosses boîtes, et j'en suis à me demander si je suis pas une grosse merde. Voilà. Oui. Non, on va pas pleurer maintenant, voilà. Même le sacro-saint développeur, ok, celui qui avait qu'à... Il avait même pas à faire des mails, il avait juste à attendre qu'on lui envoie des mails sur LinkedIn pour le débaucher. Il demandait ses 100K et ciao tout le monde, il partait dans une nouvelle boîte. Maintenant, même lui, il ne trouve pas. Fini l'âge d'or des devs. Je te raconte un peu le contexte sur les dernières années. Janvier 2023, cherche un emploi salarié en tant que designer, il y a peu d'offres, vraiment. Mais mes CV y passent et je suis toujours dans les entretiens finaux. Plutôt une bonne chose, ce qui me rassure, je ne suis pas une sous-merde. Par contre, j'y rencontre énormément de collègues qui sont en poste dans des boîtes et là, je me rends compte donc que beaucoup de designers cherchent à se barrer de la boîte dans laquelle ils sont. Cette fameuse boîte où moi, j'aimerais rentrer. Et là, tu te dis, peut-être mauvaise idée. Et je n'avais pas pensé à eux comme concurrents. Je n'avais pas imaginé. Parce qu'il y avait les concurrents qui sont arrivés post-Covid, donc de télétravail. Dès que tu vois un poste en télétravail, très clairement, toute la France peut postuler, hein, même ailleurs. Donc là, je te dis que tu passes de 50 concurrents à 500. C'est cadeau. Janvier 2024, les offres sont mais de plus en plus rares. Les CV passent toujours, mais à la fin, il y a toujours une fausse bonne raison pour pas me prendre. Ça, c'est un truc qui est compliqué aussi. On te vend la critique constructive comme quelque chose de très, très utile. Sauf que les retours qu'on a sont des retours qui sont pas vrais. Enfin, je sais pas si vous avez déjà entendu des retours exploitables derrière vos entretiens. Moi, non. En vérité, les boîtes, elles recrutent plus. Et j'ai découvert une chose dont j'avais pas connaissance, c'était les boîtes qui continuent à publier des offres pour faire croire qu'il y a du turnover ou du recrutement. Et donc pour faire croire que la boîte est dans une bonne santé économique. Et toi, t'es un con derrière et t'envoies ton CV. Allez, con, je te jure. Voilà, donc mai 2025, franchement, en vrai, je vois sortir sur Nantes, alentour, une offre tous les 3 mois dans le design. Une offre. Les mecs reçoivent plus de 250 CV en 24 heures. L'annonce, elle est fermée. En gros, si t'as pas répondu dans les quelques heures où elle sort, c'est mort. Que tu sois bon, pas bon, peu importe, ils sont obligés d'arrêter. Ils peuvent pas étudier tous les CV. Bref, avril 2026, je m'inscris en intérim. Je me dis, bah tant pis, je vais faire n'importe quel taf. Et bon, du taf, il y en a en intérim, hein, pareil, dans le BTP, paysagisme, préparateur de commandes, employé polyvalent, restauration, plombier, manutention. Il y en a plein. Mais je sais pas faire. Donc non seulement, et de un, je sais pas faire, et de deux, en vrai, j'ai pas envie de faire. J'ai quand même fait quelques petits trucs en restauration et en employé polyvalent. Pas ouf, hein. Enfin, en même temps, ils me l'ont pas vendu en disant ouais, vous allez vous éclater au taf. Voilà. Donc, je prends un taf alimentaire. Bah oui, alimentaire, parce que bah, j'ai des enfants, il faut les faire manger, voilà. Donc, j'ai fait quelques heures en intérim comme employée polyvalente. En gros, ménage, plonge, sexy à fond, avec des petites casquettes, Charlotte. Ah là là, que du bonheur, j'ai kiffé, vraiment. Dans genre, le truc, déjà, ça me nique la frange dès le matin, j'ai envie de crever. Cauchemar. En cuisine, ça peut, c'est vrai. En plus, c'était ça, vraiment. Et donc, je prends ce taf alimentaire et moi, j'ai vu des personnes avec qui j'ai travaillé pendant ces quelques jours, semaines, qui étaient épuisées, fatiguées et elles n'avaient pas que 41 ans.
On commence super tôt, on peut finir tôt, mais aussi on commence tard, donc on finit super tard. Et les gens te disent: «Ah là là, mais c'est trop bien, il te reste du temps pour profiter de ta journée». Je ne sais pas si vous vous imaginez le taf que c'est. Tu passes entre 6 et 7 heures debout, non-stop, à faire des tas de trucs. C'est un peu comme si tu faisais ton ménage chez toi, ta cuisine chez toi, pendant 6-7 heures avec une demi-heure de pause. Pas ouf. Voilà. C'est payé au SMIC aussi. C'est cadeau. Franchement, t'as pas envie. L'après-midi, t'es éclaté, hein. Tu sais, les gens ils font: «Ah, tu peux faire tes courses, tu peux profiter, tu peux faire des trucs avec tes enfants». Mais t'es rincé. T'es rincé, tu juste envie de rien faire. Mais comme il faut être parfait, bah, tu fais, tu éclaté au sol. Donc le taf que j'ai pris en restauration, fallait que je jongle avec, mon fils, avec les horaires, avec, les déplacements, enfin bref, un cauchemar le truc, hyper compliqué. Quand j'ai tenu 10 jours, après ça devenait extrêmement, complexe de trouver comment gérer ça. Je culpabilisais, tout ça pour un taf vraiment, au SMIC. Désolée, mais moi je vis seule, un SMIC pour 3, ça marche pas quoi. Donc voilà. Et si c'est pour rentrer, être éclatée et même plus avoir l'énergie ou la motivation de faire quoi que ce soit pour mon taf en freelance, les calculs n'étaient pas corrects. Mais bon, il a fallu le faire pour s'en rendre compte. On m'a dit: «Ah là là, mais franchement, j'ai beaucoup d'admiration pour toi, tu forte». Ah, moi, je voudrais vraiment qu'on arrête de dire aux gens qui sont forts. Moi, j'en ai rien à foutre d'être, une femme forte en vrai. J'aimerais mieux que la vie m'épargne de façon à ne pas devoir être forte. Parce que très, très souvent, quand on rencontre des personnes et on se dit que ce sont des personnes fortes, ce sont des personnes qui n'ont pas vraiment de choix. Et qui continuent parce qu'en fait, elles ont un contexte qui les force à continuer. Et ça sous-entendrait que les personnes qui n'y arrivent pas ne sont pas des personnes fortes. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Parce qu'à un moment, tu peux décider d'avoir envie d'arrêter de te battre avec la vie qui te met des bâtons dans les roues en permanence. Et ça ne fait pas de toi quelqu'un qui ne mérite pas autant d'admiration ou de respect des autres. Voilà, ça c'est dit. Et je trouve que, ce que je disais, une personne qu'on trouve forte, c'est quelqu'un qui continue d'avancer coûte que coûte, malgré la pluie d'emmerde qui lui colle au cul. Franchement, on s'en passerait. Moi, je préférerais que moi, pas forte. Ah non, 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 moi pas forte, les emmerdes, m'épargner et tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est la vie, on a décidé autrement. Et on m'a aussi dit qu'on était fiers de moi parce que je me laissais pas abattre. Ils en savaient rien. Enfin, vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien de ça. Les gens ne se rendent pas compte, je pense, du coût de se lever le matin, vraiment, pour prendre encore une douche de merde et affronter une to-do list sans fin pour lesquelles il y a des choses mais tu n'as pas de réponse non plus et où le système ne t'aide pas non plus. Donc, c'est même pas des to-do list toutes simples, allez faire ça, penser à la déchetterie, si c'était que ça. Mais, c'est plus des choses, attendre que l'avocat me réponde de ça, attendre la convocation pour ça, gérer, la paperasse, pour, l'URSSAF qui s'est planté de c'est des trucs comme ça qui peuvent te bouffer ton espace mental, mais fois 1000. Horrible. Et ce que je trouve, c'est que c'est pas ce genre de mots, dont on a besoin quand on est acculé. Moi, on a besoin d'action, vraiment. On a besoin d'un plan pour trouver du taf, une aide pour garder les enfants, une proposition pour sortir prendre l'air, n'importe quoi qui permet de voir autre chose que son quotidien. Ça et souvent on l'entend, par exemple, des mamans viennent d'accoucher, c'est les gens ont besoin, qu'on les épaule sur du concret. Ça ne me sert à rien. C'est comme par exemple, petit aparté perso vraiment, mais moi j'ai demandé à un ex qu'est-ce qu'il aimait, vraiment chez moi, dans mes traits de caractère, ma personnalité et tout. La réponse c'était: «Bah, tu jolie». C'est très gentil, vraiment, mais je trouvais ça hyper nul, hyper creux, hyper j'ai pas envie d'être la meuf jolie, c'est nul, alors en soi tant mieux si ça lui plaît. Je suis contente, hein, je pourrais être moche et conne, mais purée, j'ai plein d'autres qualités, hein, que juste être la meuf jolie, c'est naze. Enfin voilà, je trouve que c'est pas cool. Donc, on a besoin de concret, d'action pour aider sur le moment et pour que le cerveau arrête de focus que sur les emmerdes. Vraiment, il y a énormément besoin de ça. Faites ça. S'il y a des gens autour de vous qui sont en galère, qui sont débordés, si vous avez envie de les aider, proposez-leur du concret et pas de genre oh là là, qu'est-ce que t'es forte. Oh là là, moi, j'arriverai pas. T'en sais rien. Et probablement que tu y arriverais aussi parce que quand t'es dans la merde, on arrive tous à trouver des ressources, mais ça a un coût incommensurable. Vraiment. C'est pas de la force, c'est de la survie. Voilà, c'est juste que personne ne va faire à notre place ce qu'on ne fera pas. Donc on est obligé. Revenons à nos moutons, et c'était le sujet de l'IA. Moi, j'ai l'impression de devenir bête à bouffer du foin avec cette IA. Non mais je vous cache pas.
Il y a les affiches moches faites par IA pour t'aider à chercher un emploi. Fais comme ci, fais comme ça. Facile, il faut faire ça, c'est facile. Je te donne les steps pour pouvoir trouver du boulot. Est-ce que, genre, les gens, il y a 5 ans, ils trouvaient pas de taf et il n'y avait pas de travail? Oui, c'était mieux avant. Non, mais c'est pour dire que quand même, enfin, je veux dire, on le sait chercher du travail. Non, on le sait faire un CV. C'est là où on se retrouve face à des personnes qui sont extrêmement compétentes, qui sont seniors dans des domaines, qui ont eu du taf, qui ont gagné vraiment de la thune, et qui là se retrouvent mises sur le côté parce que c'est l'IA qui va trier les CV. Ah, moi, des fois, je suis en train de me demander, est-ce que les boîtes sont pas en train de s'asseoir sur des super profils parce que l'IA, elle n'a pas trouvé le mot parfait qu'elle voulait? Enfin, c'est hyper aléatoire. Enfin, moi, je trouve ça injuste. J'ai été accompagnée là par France Travail pour trouver un emploi durable. Bon, bah, alors, je vous cache pas que j'ai ni trouvé un emploi ni durable. Et donc, ils m'ont expliqué comment faire un bon CV, comment passer les ATS, donc ces systèmes que les boîtes utilisent pour filtrer les CV, et comment écrire une lettre de motivation qu'ils vont pas lire. Bah non. T'as la team, vraiment écrivez une lettre de motivation à ta team. De toute façon, les lettres, on les lit pas. Dans tous les cas, tu te fais chier pareil. Ou alors le truc que je trouve hyper hypocrite, c'est les gens, ils sont en mode de toute façon, on veut pas de lettres de motivation, elles sont écrites par l'IA. Mais les mecs, vous nous recrutez avec l'IA. En quoi ça vous gêne que la lettre que vous demandez soit écrite par IA? Le jeu, c'est le jeu, non? On nous dit tout le temps, le recrutement, c'est un jeu, les entretiens, c'est un jeu. Bah, on joue maintenant, non? Ça vous plaît pas? Bah, nous, ça nous plaît pas non plus, qu'est-ce que tu veux? Ah, je trouve ça exceptionnel. Alors maintenant, j'entends de mieux en mieux, oui, de toute façon, on sait que toutes les lettres de motivation sont faites par IA parce qu'il n'y a plus de fautes d'orthographe. Comment j'ai envie de crever? Et moi, j'ai fait un bac L. Et j'ai toujours mis un point d'honneur à pas faire de fautes d'orthographe. Grâce à quoi? À des heures et des heures d'apprentissage. Enfin, je veux dire, j'étais hyper assidue, mais dictée, je l'ai taffée comme une malade quand j'étais en primaire. Tout ça pour que j'arrive à 40 balais et qu'on me dise tout ce que tu as appris en orthographe, ça n'a pas de valeur. Parce que finalement, on ne te recrutera pas parce que tu écris trop correctement. J'ai déjà fait une lettre de motivation dans laquelle j'ai demandé de retirer les tournures trop travaillées que j'ai moi mises pour avoir quelque chose de plus bateau. Ouais. J'ai déjà fait aussi une lettre de motivation en anglais dans laquelle j'ai demandé d'ajouter des fautes d'orthographe. Bienvenue en 2026. Non, j'ai pas du tout envie de pleurer. Non, bah non. Donc, et tout ça, donc les conseillers que j'ai eus de France Travail m'ont dit, mais vous faites tout parfaitement, hein. C'est juste qu'il n'y a pas de travail. Qu'est-ce que je veux que je fasse de plus? Bah, je fais plus rien. Le truc, c'est que j'ai réussi à développer une angoisse des entretiens. Ben oui, ça fait 3 ans que je passe des entretiens et ça m'a jamais gênée. Et vraiment, maintenant, je déteste ça. Pour la petite anecdote, il y a 2 ans, j'ai passé un entretien en visio tellement détestable. La nana du recrutement était odieuse. Elle était agressive, pas du tout dans l'empathie, pas du tout dans la compréhension de mon taf. Elle me posait des questions bateau. Par exemple, vous arrivez sur un projet, quelle méthode vous mettez en place? T'as pas plus large? Ah, je sais pas, explique-moi comment cadrer un projet avec de la merde. C'est parfait, parfait. Et 2 fois, là encore cette année, j'ai passé un entretien comme ça, où les gens te disent, vous arrivez à un salon, comment vous faites? Est-ce que je peux avoir un périmètre? Enfin, avec le temps, et même les gens te le diront, les 3/4 du temps, un projet foireux, c'est un projet qui n'a pas été cadré, c'est un projet qui n'a pas de périmètre. Et les gens me demandent, pendant un entretien, de leur expliquer ce que je vais faire sur un projet, c'est 20 ans d'expérience, et les boîtes se vantent de tout le temps faire du sur-mesure, mais il faudrait que tu leur balances là, en 2 minutes, le template que tu fais à chaque fois, et il faut que tu tombes pile bien, parce que si tu leur donnes une réponse qui n'est pas celle qu'ils veulent entendre, bah c'est pas bon. Bref, ça s'est tellement mal passé qu'en vrai, j'ai déconnecté. J'ai fait une crise, j'ai pleuré et tout. J'ai attendu que ça passe. J'ai rappelé, j'ai prétexté un problème internet. Je ne sais pas si vous imaginez le truc, mais bon, de toute façon, j'ai rappelé, c'est pour y mettre fin. On a fini. Enfin voilà, je ne vais pas bosser avec des gens enfin, ça m'intéresse absolument pas. D'ailleurs, pour info, j'ai déjà mis fin à des entretiens dans lesquels les gens n'ont absolument pas d'empathie, où je dis, quand bien même le poste me plaît, humainement, j'ai pas envie de venir.
Et franchement, je regrette pas. Donc, avec ma boîte, moi, par exemple, en freelance, j'ai l'habitude de prospecter, j'ai l'habitude d'échanger avec différentes typologies de personnes, que ce soit des directeurs, des présidents de boîte, des personnes plus comme moi. Enfin, vraiment, je sais le faire. Je convertis, j'ai converti des gros projets, j'ai converti des projets vendus sur 3 ans avec de très grosses boîtes, moi solo. Ok, je sais le faire. Mais ils ont réussi à tellement me faire croire que j'étais devenue nulle, enfin que je suis nulle, que je ne mérite pas d'être embauchée, que je suis inemployable. Et maintenant, rien que l'idée d'un entretien m'angoisse. Alors maintenant, je me surprépare aux entretiens. Avant, je ne me préparais pas. Franchement, en vrai, c'est toujours les mêmes questions, les gars. Vous nous posez toujours les mêmes questions. Donc, sauf que maintenant, je me prépare. Je me prépare beaucoup. Je me monte en pression. Je me mets une angoisse. Je suis devenue molle. J'ai perdu ma singularité. Je suis plus moi. Je passe des entretiens où je me dis, mais je sais même pas, même moi, je crois que je m'embaucherai pas. Ou alors dans une boîte où on met n'importe qui à n'importe quel poste, en gros, ça change pas. On t'embauche pas pour ta personnalité. Que ce soit ou un autre, c'est pareil. Et moi, je sais que pour ça, c'est pas mon kiff d'aller bosser dans ce genre de boîte où tu valorises pas les gens. Il y a aussi un truc qui est spécial quand tu es freelance et que tu cherches un poste salarié, tu as l'impression que les recruteurs, ils se disent quoi? Bah, elle cherche un poste salarié. Bon, comment ça se fait? Elle a toujours été freelance, c'est une lubie. Non, les gars, si on cherche un poste salarié, c'est qu'on a déjà réfléchi énormément. Au plus, au moins, au pour, au contre, à l'intérêt. Tu verras pas plus engagé qu'un freelance qui décide qu'il veut aller dans le salariat. Vraiment, enfin, je veux dire, quand on est free, on sait le coût de nos engagements, clairement. Pour finir, ce que je dirais, c'est clairement mon réseau, c'est ma meilleure force. Bah, en presque 20 ans, j'ai quand même développé un réseau assez conséquent, que ce soit à Strasbourg ou à Nantes. Dans mon réseau, alors, il y a des contacts qui sont restés pros, il y a des contacts qui sont du perso, qui sont des amis. Puis tu as aussi tes amis qui n'ont jamais été des contacts pros. Mais ce que je te conseille, si vraiment tu as besoin d'activer ton réseau, c'est d'être très concret. Franchement, tu y vas et tu dis pas ah, j'arrive pas, j'ai besoin d'aide. C'est pas concret. C'est plutôt je cherche un poste de designer. Est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un dans ce secteur? Est-ce que tu as déjà entendu une boîte qui. Voilà, il faut être concret parce que les gens, c'est comme tout, si on précise pas, ils voient pas comment ils peuvent aider si on leur donne pas des pistes. Donc ça, c'est déjà hyper important. Il faut leur donner quelque chose d'actionnable et les gens, clairement, ils ont envie de t'aider et s'ils peuvent, ils le font, mais il faut leur donner une prise de départ. Deuxième chose, concrètement, essaye de pas attendre d'être au fond du trou. Voilà, parce que plus tu es au fond, plus c'est difficile de remonter et de demander de l'aide. Et je sais que c'est con à dire quand on l'est déjà, parce que je l'ai déjà été plusieurs fois. Peut-être tu te dis que tu mérites même plus l'aide des autres. Donc n'attends pas d'être vraiment dans la grosse difficulté. Et puis aussi, le réseau, ça s'entretient quand ça va bien. Tu peux pas aller voir les gens toujours quand ça va mal. Ou tu peux pas aller voir les gens toujours quand tu as besoin de quelque chose. Enfin, tu vois, c'est ces amis-là qui t'appellent quand ils ont juste besoin d'un service. C'est insupportable, tu vois, ça marche pas comme ça. Puis les gens, ils vont se rappeler de ça. Et puis si on te le fait, t'as pas envie, donc tu le ferais. Ne le fais pas aux autres. Voilà. Quoi d'autre? Parler. Sur LinkedIn, en direct, par message, pas forcément de façon formelle, tu vois, mais genre un café, un appel, ah mais ça fait longtemps, est-ce que tu vas bien? Et moi je trouve très souvent que les opportunités, elles vont naître dans les conversations autour de moi et pas dans mes candidatures en ligne. Clairement pas. C'est tellement pas. Tu sais, par rapport à ça, j'ai entendu un autre truc l'autre fois, mais j'ai halluciné. On m'a dit, parce que l'autre fois j'ai postulé à des offres d'emploi un dimanche soir, parce que le week-end j'étais avec mes enfants, j'avais pas le temps, et j'ai attendu le soir qu'ils soient à faire autre chose et que j'ai la paix, le calme pour le faire. Et là, la personne m'a dit, ne postule pas un dimanche soir, tu vas renvoyer l'image de quelqu'un qui n'est pas organisé. Mais c'est quoi ce cliché? Mais c'est quoi cette remarque de con? T'as pas plus organisé que moi quand j'ai décidé d'avoir quelque chose? Est-ce que c'est pas mon organisation? L'organisation, c'est quoi? C'est de dire j'attends d'avoir profité de mes enfants dans le week-end, j'attends qu'ils soient couchés pour avoir le temps de postuler correctement et de faire une lettre de motivation propre et bien faite sans être perturbée par des enfants qui me parlent tout le temps. Et je m'occupe de faire ça avant lundi, puisque de toute façon, lundi, j'ai un rendez-vous et je vais perdre encore une demi-journée pour répondre à cette fameuse offre d'emploi qui disparaîtra dans les 24 heures. Donc, réfléchis un
tout petit peu plus loin. Ça paraître pas organisé parce que tu vas faire un truc le dimanche soir. Ici, moi, c'est à ce moment-là que je suis la plus productive parce que les enfants m'ont ruiné toute mon énergie sur les dernières 48 heures. Tu sais, si c'est ce moment de calme, mon moment à moi, il est le dimanche soir à 22 heures. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Vous m'agacez. Bref, petit aparté. Ce que je te disais, c'est les opportunités, elles naissent des conversations et vraiment pas de mes candidatures en ligne. Alors non, je dis pas qu'on va te proposer un taf dans l'heure, ça c'est clairement, ça peut, et non, j'en doute. C'est comme la prospection, vraiment, le réseau, c'est que de l'entretien. Vraiment, tu l'entretiens tout le temps. Il va pas se mettre en branle dans l'immédiat quand il fait appel. Donc tout le temps le cultiver. Et si quelqu'un il te dit, je vais voir ce que je peux faire, je reviens vers toi, et puis tu vois, ça traîne un peu, relance. Il n'y a pas de honte à relancer. Franchement, en vrai, c'est pas grave, il a peut-être oublié, il avait 1000 autres choses à faire. Tu vois, une semaine après, tu reviens, ah, au fait, est-ce que tu as pu. Voilà. Les gens sont en mode, ah, pardon, désolé, je m'en occupe. T'as perdu quoi? Rien, absolument rien, t'as tout gagné, franchement. Là, ils mettent des personnes en relation, tu peux aider, et les gens, ils se rappellent de toi. Et franchement, hésite pas à retourner vers des gens que tu as pu aider à un moment. Voilà, ça prend 5 minutes et ça te garde dans les radars. Tout bénef. Puis pour conclure, ce que je dirais, c'est qu'il n'y a vraiment aucune honte à faire appel à ton réseau, qu'il soit très proche, moins proche ou plus éloigné, plus récent. N'hésite surtout pas à faire appel à ton réseau et qu'il n'y a pas de honte à faire appel à son réseau et que si tu ressens ça, tu peux. Voilà, tu peux ressentir de la honte de dire j'arrive pas à trouver toute seule, il faut que je demande aux gens. C'est pas grave. Franchement, en vrai, c'est pas grave. C'est mon cas. J'ai des gens qui ont dû m'insister, mais tellement pour me filer de l'aide. J'ai tellement refusé leur aide. Et à la fin, je serais toute seule. Un petit caractère. Je serais toute seule, je pense que j'aurais encore refusé leur aide. Mais j'ai des enfants derrière. Et c'est vraiment ce côté de dire femme forte, femme forte. Non, c'est juste que j'ai une situation qui fait que je suis pas seule. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai de quoi m'occuper d'autres personnes qui dépendent de moi. C'est un tout petit peu plus compliqué. La vie est moins binaire. Et puis bah, je retourne la situation. Tu vois, si moi, quelqu'un, il est demandeur, il a besoin d'aide, besoin de contact, besoin de temps, besoin de discuter, boire un verre et tout, mais avec grand plaisir pour le faire. Donc je me dis, techniquement, comme on a en relation des contacts qui sont assez proches de nous, enfin je veux dire qui sont assez similaires humainement, bah, ça paraît pas étonnant qu'ils te rendent l'appareil. J'aurais trouvé ça bien dommage que quelqu'un que j'aurais pu aider bah, n'ose pas me demander. Bon, ouais. Le réseau, c'est pas un plan B, c'est le plan. Ok? Tu retiens? Oh, parce que sinon je me fâchais. Hein.